Cette stratégie vaccinale vous semble adaptée, opportune et bien réalisée avant qu'elle ne commence réellement demain? Pour l'instant, les signes sont plutôt encourageants parce qu'on cible les populations à risque. C'est les populations globalement qui bloquent, qui saturent les hôpitaux actuellement. C'est ce qui a conduit au deuxième reconfinement. Donc en ciblant les EHPAD et en ciblant les plus de 65 ans et les personnes à risque, le gouvernement cible bien, d'autant plus qu'il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui ou hier qui montre que les Français sont de plus en plus réticents à se faire vacciner, notamment à cause de deux éléments. La question de la défiance par rapport au pouvoir public et de l'apparition de nouvelles souches et encore les certitudes par rapport au virus. Et je pense que le gouvernement prend la mesure de la chose. Et il y a une seule question, c'est la question de la logistique. L'acheminement et la conservation du vaccin jusqu'à notamment cet été. On remarque qu'il y a des problèmes logistiques sur la conservation du vaccin et puis surtout comment on fait mécaniquement pour pouvoir délivrer les vaccins du centre de Paris dans les territoires, etc. Je vous laisse répondre Prisca-Thévenot, mais on va se rendre sur le terrain, justement, à Connu. On ne savait pas vraiment ce qu'était ce virus et on a appris en marchant, ou finalement, est-ce qu'il y a eu des erreurs vraiment réelles dans la gestion de la crise? Il y a toujours des inconnus sur le virus. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas l'origine du virus. Moi, ce que je reproche au gouvernement, c'est pas la première partie, c'est la deuxième partie. Quand on arrive en février et qu'on est face à un phénomène qui est nouveau, le gouvernement adopte des mesures d'urgence à partir de février-mars. Et puis, il est tout à fait normal qu'on donne des pouvoirs exceptionnels au gouvernement pour gérer une crise. Et il a plutôt bien géré lors du premier confinement. Ce qui a posé problème, c'est le déconfinement et la date du 11 mai. Le premier point de départ, c'est de ne pas avoir imposé le masque obligatoire à partir du 11 mai lorsqu'on est déconfiné. Et le responsable de cette situation, c'est un peu Jean Castex, qui est actuellement Premier ministre. C'était l'homme du déconfinement. Il a raté le déconfinement. Il a raté le couvre-feu, il a raté le reconfinement, il a raté la territorialisation des mesures. Sa responsabilité doit être engagée à partir de l'année prochaine, notamment sur ce point-là. Parce que quand on prend toute la stratégie depuis mai, on s'est trompé un peu à tous les niveaux. On a laissé les personnes, les Français, sans consigne réelle pendant l'été. On le paye très cher actuellement. On va avoir une récession qui est à peu près de l'ordre de 10 points, c'est-à-dire qu'on va revenir à un PIB du milieu des années 2000. Il faut se souvenir que notre PIB actuel à la fin de l'année va être celui où Jacques Chirac était président de la République. C'est un retour en arrière flagrant. On a reculé sur nos libertés publiques. Les Français... Avec tout de même un plan de relance qui n'était pas là, évidemment, lors des années dont vous parlez. Oui, mais le plan de relance... Mais attendez, laissez-moi juste terminer dessus. Sur la question du plan de relance, le plan de relance n'est efficace uniquement que si les gens ont une liberté d'entreprendre. Ce sont les acteurs économiques qui vont relancer l'activité. Ce n'est pas le gouvernement avec des mesures keynésiennes des années 45-80 qui vont fonctionner. Il faut redonner aux Français leur liberté. Il faut redonner aux Français la possibilité de commercer, d'entreprendre, d'aller et venir. Et le seul moyen, parce qu'on peut se poser de véritables questions dessus, pourquoi est-ce qu'on a fermé des lieux culturels et notamment des activités culturelles à l'extérieur alors que les cas de contamination ne sont pas importants en extérieur? On l'a largement évoqué. Je donne quelques minutes pour répondre, évidemment. Et puis après un débat qui dure depuis l'apparition du Covid. Même le docteur nous dit je préfère que ce soit les commerces qui ferment plutôt que les lieux de culture. Mais en fait, comment choisir quand on est à la tête du pays? On a l'impression que c'est une équation qui est impossible à résoudre. Je pense que c'est une question de lisibilité de stratégie. Il y a une dichotomie, il y a un grand paradoxe dans la stratégie du gouvernement. Il cherche à responsabiliser les Français, mais en même temps, il les infantilise en disant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, en désignant ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert... Premier point, je pense que le confinement n'est pas efficace. Premièrement, je pense que le couvre-feu et les restrictions le week-end sont plus efficaces que le confinement. Ensuite, deuxième point, je pense qu'il fallait ouvrir tous les commerces et tous les lieux entre 8h et 20h globalement et que c'était aux Français de choisir en tant qu'être responsable dans quel lieu ils allaient et quels sont les cas de contamination. Mais il manquait un troisième élément, c'est la question de la transparence. On a parlé depuis le premier confinement des questions de courbes, des questions de lutte de contamination, des questions de chiffres. On n'a jamais eu ces chiffres. On n'a jamais eu les courbes modélisées par Pasteur sur pourquoi est-ce qu'on arrivait à 400 000 morts, quelles étaient les hypothèses, etc. Si les Français avaient les lieux de contamination les plus importants, si les Français comprenaient comment sont faits les modèles, ils auraient pu choisir en conséquence et décider eux-mêmes où est-ce qu'ils pouvaient aller, où est-ce qu'ils ne pouvaient pas aller. Mais ça aurait été leur choix. Ils n'auraient pas accusé quelqu'un, ils n'auraient pas accusé un gouvernement, ils n'auraient pas accusé un maire ou une autorité publique. Ils auraient été responsables de leur acte parce qu'on leur a dit les informations, on leur a donné les informations et ils auraient choisi en liberté de conscience qu'ils auraient été capables de faire ou ne pas faire. Les Français sont responsables, ils ont pris leurs responsabilités lors du premier confinement et lors du reconfinement. Si on leur avait fait confiance, ils auraient agi comme responsables. Visibilité, manque de cap et de transparence selon William Tay de la part de l'exécutif. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, ce que j'entends, et vous allez me dire si je me trompe, mais ce que j'entends, c'est qu'on n'aurait rien dû faire et laisser les Français se débrouiller avec le virus. Je dis juste qu'il fallait garder le confinement qui était efficace, qui a montré son efficacité, parce qu'il a permis vous avez dit que vous ne croyez pas au confinement et là vous y croyez. Non, j'ai dit que je croyais au couvre-feu, mais pas au confinement.
Ah bah là, vous venez de vous dire qu'il fallait maintenir le confinement qui était efficace. Non, le couvre-feu, mais pas le confinement. Vous êtes sûr ? Oui. Ok. Donc moi, ce que je dis tout simplement, c'est que le b.a.-ba, c'est de ne pas oublier juste très simplement, c'est que cette crise, on la découvre. Hein. On la découvre il y a un an. Ça fait un an quand même qu'on la découvre. Non mais attendez, on parlait il y a 1h30 d'une nouvelle mutation, d'une souche qui est arrivée. On est en train d'entamer le vaccin. Je veux dire, toute chose égale par ailleurs, il faut peut-être arriver avec un peu d'humilité, un tout petit peu d'humilité. Ensuite, se dire que le confinement, on n'est pas le seul pays au monde à avoir mis en place ce confinement. Pour rappel, le confinement n'est pas là pour en finir avec la Covid-19, mais pour limiter sa propagation au sein de la nation. Est-ce qu'il a fait ses preuves ? Oui, il a fait ses preuves. Le premier, oui, le deuxième, non. Oui, il a fait ses preuves. Le deuxième, non. Le deuxième, est-ce que je peux juste vous rappeler quelque chose qui est dit partout, hein, qui est dit partout, il n'y a pas de cachette. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont pris en compte en ce moment. Notamment, par exemple, le facteur climatique. On sait que tout l'hémisphère nord a une propagation du virus qui est malheureusement plus importante que l'hémisphère sud. Parce qu'il fait plus froid, donc les gens restent chez eux. Ne remettons pas... Oui, mais on les confine. Non, mais Non mais attendez, là, je veux dire, on n'est pas juste pour donner de la rhétorique et faire beau, quoi. On est là pour parler de choses concrètes et mesurées, je vous fais une proposition, je vous dis, il y a deux éléments qui sont plus efficaces. Un, le premier, c'est le couvre-feu, et le deuxième, c'était, si à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne confinait pas uniquement les personnes à risque ? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas utilisé cette possibilité ? Mais alors ça veut dire que c'est extrêmement discriminatoire, ça. Mais c'est moins liberticide que de confiner toute la population française. On est en période de crise. Attention, on confine. Le confinement, c'est pour une période donnée, d'accord ? Avec une date de début, une date de fin, dans un contexte bien particulier. Ensuite, dire, excusez-moi madame, mais vous êtes à risque, donc je vais vous confiner par rapport à... Mais c'est extrêmement discriminant. Je pense. Ça veut dire en plus qu'on va commencer à mettre des groupes dans la société en disant toi tu as des libertés, toi tu n'en as pas. Ça marche pas, monsieur. Moi c'est ce que je reproche au gouvernement. Le premier confinement a été géré de façon plutôt efficace. Le deuxième reconfinement, ils ont fait une gestion plutôt sociale qu'une gestion pragmatique. Parce que ce qu'il fallait, et Emmanuel Macron l'a rappelé lors de ses vœux du 14 juillet, c'était reconstruire l'économie. Pour reconstruire l'économie, il faut faire sortir les actifs et les agents économiques. Comment vous voulez sortir et faire un plan de relance alors que les agents économiques sont confinés, ils n'ont pas l'occasion de travailler ? Je pense qu'il fallait au moins ouvrir le débat et les Français auraient pu décider et le Parlement aurait pu décider notamment si on n'aurait pas pu, un, privilégier le couvre-feu plutôt que le confinement et deux, éventuellement confiner pendant une période déterminée, notamment pendant 14 jours et tester tout le monde, les personnes à risque. Mais on n'a pas eu ce débat parce que de toute façon... Et après on fait les tests, on fait quoi avec les tests ? Ça permet de déterminer qui est à risque ou pas à risque. Il y a une troisième voie quand même. Florence Portelli, après on écoutera le docteur qui pourra faire l'arbitre. Excusez-moi, là pour le coup je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'était, je ne sais plus qui avait dit... balbutie et les sonnettes d'alarme avaient été tirées par ces femmes. Oui, mais le gouvernement dessus a décidé d'agir. Après, ça prend du temps. Dessus, c'est une politique qui prend du temps parce que c'est une politique interministérielle qui prend en compte plusieurs politiques publiques. Pour séparer les conjoints, il faudrait que la femme, pour qu'elle puisse se séparer, ait un logement. On sait qu'il y a un problème de logement en France. Ça ne va pas se résoudre en moins de 5 ans. Ça prend du temps à trouver un nouveau logement. Le nombre de logements disponibles est réduit en France, surtout avec la crise qu'on traverse actuellement. Deuxième point, c'est la question, évidemment, vous en avez parlé, sur la question de la formation des policiers. Mais les policiers traversent une crise beaucoup plus globale. Actuellement, un policier, globalement, quand il doit hiérarchiser en fait les demandes qu'il reçoit, donc c'est pas évident pour lui de hiérarchiser ce qui est important, ce qui est moins important. Surtout qu'en plus, s'il attrape un délinquant, il n'est pas sûr, notamment, que la personne soit jugée, soit mise en prison, notamment parce qu'il y a un problème sur la question de la chaîne pénale. Ensuite, troisième point, c'est l'efficacité des mesures et le suivi des mesures. Il faudrait que le gouvernement assure le suivi des mesures. De souvenir, sur le Grenelle contre les violences faites aux femmes, il y avait 45 mesures préconisées. Actuellement, il n'y en a que 19 qui ont été mises en place. Donc il faudra avancer plus efficacement. Mais ça prend du temps, le contexte est plus large qu'il n'y paraît, bien évidemment. On va marquer encore une pause. Et d'ailleurs, je vais vous remercier, Prisca Thévenot, parce que selon vous, des vœux qui seront évidemment scrutés particulièrement par les Français cette année du président de la République. Alors, il doit annoncer un cap. C'est ce qu'on attend. On dit toujours, finalement, et c'est ce que dit d'ailleurs l'Élysée, il y aura un cap. Il y aura un cap. Mais concrètement, est-ce qu'il faut des annonces ce soir-là ? Il faut qu'il soit lisible. Moi, je pense qu'il faut qu'il annonce clairement quelle est la stratégie, notamment sur le premier semestre 2021, qui est le plus important, parce que c'est la stratégie de vaccination et globalement de déconfinement et de libérer les Français, en fait, notamment dans leur travail, dans la liberté d'aller et venir, etc. C'est comment on fait
matériellement, parce que d'habitude on ne le fait pas le 31 au soir. Mais là je pense que les Français seront attentifs à ce discours parce que ça apporte une lisibilité sur, au niveau calendrier, mois par mois à peu près, comment le gouvernement voit la chose et aussi transmettre quelques informations sur comment on voit aussi sur la question de la vaccination, parce qu'il doit rassurer la population auquel l'adhésion à la vaccination est en chute libre, notamment sur les grandes catégories de population, notamment sur les actifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas retraités, les moins de 65 ans. C'est sur ces deux points-là qu'il doit se concentrer. Cette stratégie vaccinale vous semble adaptée, opportune et bien réalisée avant qu'elle ne commence réellement demain? Pour l'instant, les signes sont plutôt encourageants parce qu'on cible les populations à risque. C'est les populations globalement qui bloquent, qui saturent les hôpitaux actuellement. C'est ce qui a conduit au deuxième reconfinement. Donc en ciblant les EHPAD et en ciblant les plus de 65 ans et les personnes à risque, le gouvernement cible bien, d'autant plus qu'il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui ou hier qui montre que les Français sont de plus en plus réticents à se faire vacciner, notamment à cause de deux éléments. Un, la question de la défiance par rapport au pouvoir public et deux, l'apparition de nouvelles souches et encore les certitudes par rapport au virus. Et je pense que le gouvernement prend la mesure de la chose. Et il y a une seule question, c'est la question de la logistique. L'acheminement et la conservation du vaccin jusqu'à notamment cet été. On remarque qu'il y a des problèmes logistiques sur la conservation du vaccin et puis surtout comment on fait mécaniquement pour pouvoir délivrer les vaccins du centre de Paris dans les territoires, etc. Je vous laisse répondre Prisca-Thévenot, mais on va se rendre sur le terrain justement à vacciner le Premier ministre aussi, le président du Sénat évidemment, qui rentre plus dans les critères de vaccination. Comme il y a une montée de la défiance contre les autorités publiques, est-ce que ce serait contre-productif ? Il aurait pu montrer l'exemple. En tout cas, peut-être pas lui, mais en tout cas certains membres du gouvernement auraient pu montrer l'exemple, montrant que le virus... Parce qu'en fait, il y a deux choses qui sont reprochées. La première chose, c'est la défiance contre les pouvoirs publics et même contre une partie des autorités sanitaires et des médecins. La deuxième chose, c'est contre les éventuels effets secondaires des vaccins, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales sanitaires en France, notamment sur l'hépatite B, sur le Mediator, ou je crois qu'il y a eu plusieurs scandales sanitaires en France sur la question de la vaccination. Trouvé, en tout cas, oui, mais en tout cas, il y a des scandales dessus. C'est pour ça que les Français sont notamment défiants contre la question des vaccins. Donc si un pouvoir public, notamment le président de la République ou son Premier ministre ou des membres du gouvernement, se serait mis en avant pour montrer que le vaccin n'aurait pas eu de soucis et nous pouvons nous faire vacciner, notamment s'ils sont jeunes. Parce qu'en fait, une personne âgée, on peut se dire que l'arbitrage entre les effets secondaires dans 5, 10, 20 ans n'est pas important et entre se faire protéger contre le virus immédiatement. Mais une personne jeune du gouvernement comme Emmanuel Macron, notamment, on peut se dire qu'il aurait fait un arbitrage et que s'il pense que se faire vacciner est opportun, on pense qu'il aurait montré qu'il n'aurait pas eu d'effets secondaires. Mais la stratégie du gouvernement se pose en deux étapes. La première, c'est surtout vacciner les personnes à risque. Et c'est ça qui est important, donc augmenter cette adhésion, même si cette adhésion est déjà importante, c'est à peu près 75% des personnes de plus de 65 ans qui veulent se faire vacciner. Ensuite, la deuxième étape, c'est là où le gouvernement doit être très fort sur la question de l'adhésion et du consentement, c'est quand il y aura un plan massif de vaccination. C'est à ce moment-là, en fait, que le gouvernement et les membres du gouvernement peuvent éventuellement montrer l'exemple. Pas avant, parce qu'on aurait pu se dire, comme ça a été souligné, qu'ils prennent la dose d'une personne à risque, en fait. Et les faits ont été entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, à l'époque, en tout cas, dans ce début de gestion de crise. Il y en a un qui faisait des fausses promesses et pas l'autre. Ouais, Emmanuel Macron est c'est plus un tribun, il est plus à l'aise pour s'exprimer en public et pour, en tout cas, dresser un horizon et puis dire aux Français ce qu'ils veulent entendre sur le moment. Et je pense que la différence s'est faite notamment sur Édouard Philippe, qui était plus concret, plus méthodique, plus pédagogue aussi dans la gestion de crise. Il ressemblait plus à Angela Merkel, notamment sur les vidéos qu'on voyait d'Angela Merkel expliquer le Covid aux Français. Édouard Philippe ressemblait plus en termes de filiation à Angela Merkel et Emmanuel Macron ressemble plus à François Mitterrand, c'est-à-dire qu'il est très bien pour raconter de belles histoires et de beaux discours, mais en termes d'action concrète, sa pertinence est plus contestable en tout cas. Et je pense que cette différence s'est faite dessus et c'est pour ça qu'Édouard Philippe est monté. Il n'y avait pas beaucoup d'adhésion d'Édouard Philippe sur les 2-3 premières années. Il est monté notamment à partir de la question de la réforme des retraites et sur la question de la gestion de la crise. Les Français ont vu quelqu'un de lui, en tout cas réformateur, même si ce n'était pas d'accord avec ses idées. Et deuxième point, qui ne mentait pas et qui allait dans un sens et qui le respectait, même si ça allait contre les Français. Notamment sur la question de la... Oui, il y avait une forme de répartition.